Mesdames et messieurs, merci de nous rester toujours fidèles. Place à la chronique du soir. Je vous l'annonçais, nous recevons notre consultant politique pour analyser quelques pans de l'actualité au Bénin. Et l'actualité est bien marquée par le coronavirus, on en parlera. Le deuxième cas qui a été d'ailleurs confirmé par les autorités béninoises. Agapit Napoléon Bafouika, bonsoir. Bonsoir Roméo, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, il y a quelques minutes seulement, une déclaration a été faite par le secrétaire général du ministère en charge de la santé au Bénin qui confirmait donc ce deuxième cas. Il s'agit d'une Allemande de 21 ans. Oui, à partir du moment où je l'ai dit, quand nos frontières étaient un peu trop ouvertes, le risque zéro n'existait pas. Donc, n'existe pas. Même aujourd'hui, le risque zéro n'existe pas. Mais nous avons pris beaucoup d'avance. On a pris beaucoup d'avance aujourd'hui sur le phénomène. Donc, un deuxième cas, on doit plus, dès que le premier cas est constaté, on n'a plus à s'étonner du deuxième, du troisième, du cinquième ou du dixième cas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, sans être alarmiste, il faut que nous soyons sereins, mais nous soyons réalistes. Les personnes en question, quand vous parlez d'une Allemande, il faut savoir d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient directement d'un voyage? Est-ce qu'elle est résidente au Bénin? Si elle était résidente au Bénin, il faut tracer. Il faut une traçabilité. Elle est venue de Munich, elle est passée par la France, et puis elle est revenue. Donc c'était le 11 mars. Le 11 mars. Vous voyez, donc du coup, depuis son entrée au Bénin, il faut voir maintenant sa trajectoire et voir éventuellement tous ceux qui ont pu être. Hier, quand nous avions dit que le gouvernement a sommé Manu Militari, deux Libanais, deux Belgiens libanais, voilà. Je pense que les téléspectateurs comprennent aujourd'hui la pertinence de la procédure gouvernementale et le souci des autorités gouvernementales de faire respecter. Donc de voir les citoyens, les nationaux comme les étrangers respecter les règles d'autodiscipline. Donc, si les règles avaient été suivies, on ne serait pas à ces cas. Donc, il faut que nos populations se calment. Il faut que nous gardions le sang-froid. Il faut que nous puissions, que nous respections les directives. Et que nous sachions que, à partir du moment où le premier cas est connu, et a été découvert, de nouveaux cas sont plausibles. Même si le gouvernement travaille à tracer les trajectoires et à récupérer pour une prise en charge les personnes rencontrées par les cas confirmés, il est que nous devons nous attendre à des cas, à des situations d'autres cas, jusqu'à un niveau de tapissement. Et là, ça dépendra de notre discipline à nous, ça dépendra de la manière dont chaque Béninois, travailleur ou chaque résident au Bénin veillera à ce que ces négligences n'entravent la santé collective. Donc, vous insistez assez sur la responsabilité de chaque citoyen. Pourquoi? Parce que justement, tout est lié là. Le virus ne se transporte pas. Le virus n'a pas des ailes. Le virus n'est pas autoporté, n'est pas porté, pas diffusé. Le virus n'est pas de l'air. Le virus est porté par les individus. Il est propagé par les individus. À partir du moment où nous sommes en condition, où on a pu l'acquérir sans le savoir, et que nous ne respections pas les règles, on le transmet. Et c'est là que nous l'avions. Ce cas burkinabé est édifiant. Il aurait pu comprendre et respecter les règles. Ce nouveau cas est édifiant. Donc, nous devons savoir que c'est nous qui propageons le virus. C'est chaque citoyen qui propage le virus. Ce n'est pas une affaire des Blancs qui ont inventé microbes, machin, tout ça, et veulent exterminer l'Afrique. Non, c'est indécent, c'est irresponsable. C'est une responsabilité collective, mais d'abord individuelle. Individuelle, même au sein d'une famille, elle est d'abord individuelle. Vous rentrez, lavez-vous d'abord systématiquement la main à l'eau coulante et au savon. Oui. Et commencez déjà par respecter cette règle. On va éternuer même en famille, même au salon. Il faut mettre le coude. Oui. Et même détourner la tête. Tout à fait. Il faut manifester une lutte claire contre le virus. Donc, je pense que nous ne sommes encore jamais parvenus à une situation où chacun se met en une situation de discipline. On est beaucoup plus dans la dynamique du gouvernement qui doit tout faire, qui n'a pas pris des mesures suffisamment claires, qui n'a pas été aussi loin. Non! La fonction, la mission du gouvernement,
c'est de faire des analyses de situation, c'est de réguler, pour tout dire. Donc le gouvernement régule un certain nombre de situations. Nous voyons les choses du côté où nous sommes. Mais le gouvernement voit plus loin, voit plus de manière plus globale et prend des mesures plus englobantes. Et justement par rapport à ces mesures, parce que hier, il y a eu un conseil extraordinaire des ministres qui s'est penché justement sur le coronavirus, sur cette pandémie. Et certains s'attendaient à la fermeture des écoles et universités, ce qui n'est pas venu. Je m'y suis également attendu, pour si je devrais ne pas me trahir. Bien sûr, j'ai espéré ça. J'ai espéré personnellement ça, une fermeture systématique des frontières, un peu ça. Mais après, vous rentrez dans la posture gouvernementale, vous analysez pourquoi le gouvernement y est allé. Et vous comprenez que, comme je vous l'ai dit, nous regardons les choses d'un côté. Le gouvernement a une vue plus claire, plus globale. Et je me suis amusé à demander toute la journée à des collaborateurs et à ceux qui m'ont fréquenté, si par exemple les enfants étaient à la maison, est-ce qu'eux ils resteraient? Et qui allait s'en occuper? Et on s'est rendu compte que, en fait, le suivi même des enfants, une fois à la maison, n'est pas garanti. Et donc, l'isolement, l'autoconfinement, bien l'isolement qui aurait pu leur permettre donc n'est pas systématique. Et que donc, ils peuvent être amenés à sortir pour aller jouer. Donc, ils peuvent se confronter avec d'autres enfants dans le quartier. À défaut d'être en classe, ils sont en quartier. Et ainsi de suite. Ils sont dans les rues. Et autres. On ne sait pas. Ils sont en groupe de travail. Parce qu'ils sont examen. Donc, il y a des cas de figure qu'on ne peut pas comprendre. Peut-être que le gouvernement a raison. Peut-être qu'il n'a pas raison. S'il n'a pas raison, il le comprendra. Mais au moins, il y a une chose qui est sûre. Oui. Quand on prend les frontières, j'ai regardé qu'un pays a fermé ses frontières aux déplacements non nécessiteux, non nécessaires. Oui. Et nous, on a laissé nos frontières ouvertes pour les déplacements nécessaires. Ça veut dire quoi? Quand vous confrontez les deux, nous disons la même chose. C'est-à-dire que nos frontières terrestres sont ouvertes seulement pour des déplacements nécessaires. C'est-à-dire, dans le communiqué. Oui. Ça veut dire qu'en lisant un à un les 11... On parle d'ailleurs d'une extrême nécessité. Exactement. Donc, en lisant un à un les 11 points, on se rend compte que ce n'est pas si léger que ça. Ce n'est peut-être pas ce que nous voulons entendre. Ce n'est pas les écoles fermées. Ce n'est pas les lieux de culte fermés. Mais, je ne suis pas tenu d'aller au lieu de culte. C'est un choix délibéré. On n'est pas obligé d'aller. Mais, même si on y va, est-ce qu'on est obligé de saluer? On n'est pas obligé de saluer. L'Église même, et aujourd'hui, d'autres confessions religieuses le font. Ce soir, les assemblées de Dieu l'ont fait. D'autres l'ont fait. Donc, l'université vient, par exemple, de réduire les rassemblements de moins de 50, de plus de 50. Ça veut dire simplement qu'il n'y aura pas les cours. Tout à fait. Voilà. Donc, chaque organisation prend ses responsabilités au regard du point 5, par exemple, du communiqué gouvernemental. Le point 5 du communiqué gouvernemental laisse la latitude aux organisations de tirer les conséquences. Donc, le gouvernement met en responsabilité chacun et prend sa grande part. Et donc, c'est une orientation en réalité. Sa grande part, c'est d'abord les dispositions qui sont prises, par exemple, par le gouvernement a commandé du matériel pour faire face tout à fait, les équipements de réanimation, par exemple. Le gouvernement est allé dans l'anticipation. Les masques, où les prix doivent être régulés. Si je vous l'ai dit, regardez sur le marché, un peu, rien que pour le gel. Et c'est passé de 300, enfin le petit, c'est passé de 300 déjà à 1000 francs. Très bien. Le moyen de 1000 francs à 2500. Et là encore, vous ne les trouvez pas. Exactement. On joue sur l'offre et la demande. Et on monte l'inflation. Donc, le gouvernement est présent sur sa fonction de régulation, également à ce niveau. Alors, il appartient maintenant. Donc, on dit, vous rentrez au pays par voie aérienne. D'abord, le gouvernement restreint sa manière sa politique de délivrance des visas. Au même moment, le gouvernement prend des mesures pour rentrer au pays. L'auto-isolement. Obligatoire. Non, là, maintenant, c'est l'isolement obligatoire, systématique. Mais dans les lieux qui sont réservés, le gouvernement paye des hôtels. On a 1 millier de lits. La réquisition. Voilà, c'est beaucoup. Oui, la réquisition, mais il paye. C'est payant. Pour les nationaux. Il y aura peut-être... Non. C'est le gouvernement qui paye pour les nationaux, les étrangers payent. Ça veut dire que ces hôtels sont payants, ces chambres réquisitionnées sont... En tout cas, il y a une contrepartie. C'est dire que chaque citoyen, chaque Béninois
a une responsabilité qu'il doit prendre, qu'il est tenu de prendre. Ce n'est pas que le gouvernement, ça ne peut jamais être le gouvernement. Dans aucun cas, on ne peut laisser cette responsabilité au gouvernement. Parce qu'il n'a pas... Le gouvernement, c'est qui? Et donc, pour vous, il doit y avoir une mobilisation générale autour... Quand le gouvernement trace le chemin général, comme ce que nous venons d'avoir, il appartient à chaque individu, à chaque famille, à chaque citoyen, à chaque chef d'entreprise, à chaque responsable, de tirer toutes les conséquences qui découlent de cette décision-là. C'est tellement simple. Donc, vous venez dans cette maison, il faut rentrer en même temps, vous devez vous laver les mains. C'est systématique. Sur ce plateau, il ne peut plus y avoir 400 personnes confinées. Ce n'est pas possible, parce que la distance de 2 mètres n'est pas respectée. Après, chacun, quand il sort, il doit avoir l'esprit que notre mécanisme de se serrer la main doit commencer par disparaître. Notre automatisme, nos réflexes de main doivent disparaître. Et, par exemple, nous devons continuer. Les règles d'hygiène sont là. Beaucoup de visuels passent sur les réseaux. On est suffisamment noyé par les messages de sensibilisation. Je pense qu'il nous appartient d'être carrément sérieux. De comprendre que nous sommes en une guerre contre quelqu'un que nous ne voyons pas. Contre un danger qui n'est même pas visible à l'œil nu. Et quand c'est comme ça, on doit pouvoir être sur le qui-vive, en état de guerre, en état de veille permanente. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de la littérature et de ces relais de propos d'irresponsables. On n'y est pas. On est dans une situation où nous devons nous prendre au sérieux. Très bien. Agapit Napoléon Maforika, il y a quand même l'une de ces mesures qui parle des transports en commun, du transport en commun. On parle, d'aucuns parlent des topa-topa par exemple. Comment ça va se faire? Parce que là, distance d'1 mètre, il faut que le chauffeur également puisse disposer de masques pour ses clients. Comment ça va se faire concrètement? Bien, alors, je vais vous, sans être vraiment un spécialiste de la route, enfin, je ne suis pas dans le dispositif, mais je pense que un dispositif de sécurité, enfin, de transport, un moyen de transport comme Topa, c'est bus dans lequel on entasse tout le monde là. Je pense que honnêtement, ces bus ne sont plus adaptés à la situation actuelle. Maintenant, connaissant nos conditions, si déjà les chauffeurs les dotaient de gel, et chaque passager prend le temps de se rincer et tout au moins en rentrant, et chacun est doté de masques, normalement ça doit pouvoir aller. Mais dans la pratique, c'est pas évident. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait que la police et les forces de sécurité affectées à cette mission, à ce contrôle de respect des directives, que ce moyen soit regardé avec beaucoup d'attention, parce que oui, ça permet à nos populations, à nos mamans, à nos frères, à nos soeurs de se déplacer, mais c'est un moyen à haut risque seulement. Et pour un peu l'anecdote quand même, les premiers cas ne viennent pas de ces milieux. Et c'est vrai que les 2 premiers cas viennent des milieux où c'est pas ceux qui empruntent le tabac quoi. Donc, c'est dire que en réalité, dans l'absolu, ces populations ne sont pas encore les plus atteintes. C'est plutôt les milieux dans lesquels ça va, ça vient, ça traverse les frontières, ça revient. C'est dans ça. Et c'est là que je reviens encore sur la responsabilité de chacun, parce que c'est nous qui sortons du pays, c'est nous qui rendons à des galas, à des rencontres, à des grandes manifestations. Et donc, c'est dans ces milieux où ça vient de transfrontalier, ça revient, ça repart, c'est de là que le risque est plus grand. Donc, il faut pas les stigmatiser, il faut avoir un regard sur eux, et peut-être les conseiller, les réorienter ou les supprimer, ça dépendra. Mais après ça, il faut quand même que nous revenions à l'essentiel, c'est-à-dire là où les gens doivent prendre leurs dispositions pour que
pour éviter la propagation. Et c'est beaucoup plus dans les milieux d'intérieur, dans les milieux d'entreprise, dans les milieux des hauts cadres, dans les milieux des missions, des experts, dans les milieux donc des consultants de on a quand même l'impression que les entreprises ou les chefs d'entreprise prennent conscience de la chose. Parce que, bon, j'ai pris quand même, je ne suis pas passé dans plusieurs entreprises, mais il y a quand même ces dispositifs qui sont installés. D'abord pour le lavage des mains à l'eau et au savon, puis au gel hydroalcoolique. C'est le minimum qu'une entreprise peut faire aujourd'hui. C'est le minimum qu'une entreprise puisse faire. Après, il faut conseiller que chaque cadre, chaque responsable, chaque dispose de ce gel, mais qu'on n'oublie pas la règle la plus essentielle, le lavage de mains. Au savon, à l'eau, oui. C'est le plus conseillé. Tout à fait. L'autre, le gel, c'est juste... Et les gels finissent par résister aussi. Et les virus finissent par... Il y a l'addiction. Donc, il se pourrait bien que, avec le temps, donc, c'est pour ça que le savon et l'eau, pour évacuer le microbe, est la chose la plus... Et le virus est la chose la plus conseillée. Voilà, donc, je pense que l'un dans l'autre, l'un dans l'autre, je pense qu'il faudrait que nos téléspectateurs cessent d'être incrédules. Il y en a encore d'incrédules. Parce qu'il y a de ces fausses conceptions. Oui, il faut que nos téléspectateurs cessent d'être incrédules. Et puis, j'ai discuté avec quelqu'un. Même si c'était le cas, que devons-nous faire? Connaissons-nous quelqu'un qu'il faut aller abattre? Allons-nous continuer à le dire et à rester à la maison pour mourir? N'avons-nous pas des choses à faire? Donc, quand vous êtes en danger, la première réaction n'est pas de savoir qui est responsable du danger, c'est d'abord comment se sauver. Et le gouvernement nous met sur une piste de nous sauver. Il me semble que nous devons nous concentrer d'abord sur le sauvetage et après on peut réfléchir sur les causes. Mais pour le moment, enfin, sur les tenants et les aboutissants. Mais pour le moment, il me semble que tous ceux qui se distraient à aller chercher les boucs émissaires laissent la porte ouverte à la pandémie, au virus. Votre appel par rapport aux partis politiques semble être entendu parce que nous avons vu quelques initiatives ça et là. Est-ce que vous l'avez constaté aussi? Oui, j'ai constaté, je m'en réjouis, je les salue, je les félicite, je les remercie parce que voilà, on peut ne pas y penser. Cela dit, en fait, c'est pour attirer l'attention de tous. Comme je vous l'ai dit, les assemblées de Dieu ce soir, c'est déjà une évolution. Même donc, les méthodistes, les protestants, voilà, les protestants méthodistes, l'Église catholique. L'Église catholique, bon, ça, elle est déjà plus avancée. D'autres organisations, je pense que nul ne serait de trop, non seulement dans le discours, mais dans les actes pratiques, pour que nous puissions avancer. Nul ne doit être de trop dans les actes, mais dans les discours, c'est vrai, sensibilisation, appel et autres, mais dans les actes pratiques, pour que nous puissions vraiment très tôt terminer, peut-être passer le temps éventuellement d'un pic national et descendre. Parce que il est clair que tant que le virus va continuer de se propager, nous sommes appelés à être décimés. Alors on va dire alarmiste? Non, pas alarmiste. C'est clair, c'est une réaction. Et l'OMS vient de lancer un appel à l'Afrique. Tout à fait, de se réveiller. Voilà, de se réveiller. L'Organisation mondiale de la santé, qui regarde le phénomène depuis et qui prévient. Dit il faut que l'Afrique se réveille. Aux premières semaines, d'ailleurs, l'OMS avait déjà parlé de pandémie. Voilà. Alors qu'on n'en était pas encore. C'est son travail et il voit loin. Donc, quand on demande à l'Afrique de se réveiller, je pense que c'est plutôt aux Africains de se réveiller. Parce que nos gouvernements, partout en Afrique, ont essayé de prendre des mesures. On n'a pas de gros moyens comme l'Occident. J'ai écouté déjà depuis que le président Macron a parlé. Le ministre de l'Intérieur a décliné. Le Premier ministre est revenu. Le ministre des Finances de l'économie. Le ministre... Donc, chacun des projets de loi sont... Ça, c'est la machine occidentale. C'est une routine, un réflexe. Et ils sont plus atteints. Mais nous, quand on regarde déjà, avant même que le premier cas soit connu, déjà la mobilisation gouvernementale, ministre de la Santé, ministre sectoriel, et comité mis en place, centre d'isolement, médecins, enfin, personnel mobilisé, on a fait de notre mieux. Mais il appartient maintenant aux Béninois, aux Africains qui passent les frontières. Quand on veut se coucher, de savoir qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour freiner, pour contribuer à freiner la propagation du virus. Voilà comment il faut fonctionner. L'Afrique se réveille n'est pas de se barricader. Il faut bien que les gens mangent. Il faut bien que les entreprises tournent. Il faut bien que les biens et les services circulent. Et tout ça amène déjà
appelle déjà à un certain nombre donc, de mobilisations. Donc vous comprenez que il n'est pas que question, la vie de se réveiller, c'est pas de se barricader, c'est de se comporter en responsable. Et on le fait dans un mois, je pense que on sera en train donc de pousser un souffle sans relâcher les mesures. Mais si on ne le fait pas dans un mois, nous serons dans une situation de désespoir. C'est pas ce que je nous souhaite. Très bien. Nous allons passer à un autre sujet relevant de l'actualité nationale. C'est bien ce verdict donné par la Cour suprême concernant l'affaire MPL Sénat, un mouvement populaire pour la libération, donc présidé par Sabi Sira Korogone. Le verdict, la Cour rejette tout simplement. C'est une évidence. C'était prévisible. C'était prévisible. Oui. Il parle. C'est dit sur ce plateau. Oui, tout à fait. Il n'appartenait pas à la Sénat de faire ce travail. La loi était claire. Un dossier moins. 3630. Quand vous déposez 3629, c'est pas le dossier, c'est pas la Sénat. Il a donné 3681, c'est plus. Non, il y a d'abord une place de vide. Tout à fait, un siège qui n'a pas été. Le siège, c'est pas à la Sénat de faire ce travail à leur place. Et les autres dossiers, la Sénat n'a pas pour mission de positionner des candidats pour les partis. Donc, alors que ça devrait les amener à savoir que le dossier ne pourrait pas prospérer. Ils le savaient, je vous l'ai déjà dit ici, qu'ils ne peuvent pas ignorer cet état de choses. Il n'était pas prêt, tout simplement. C'est quand même un parti de jeunes. Non, écoutez, il ne s'agit pas de... Ouais, j'aurais bien aimé les écouter pendant la campagne, suivre leur campagne, écouter leur... Oui, c'est des jeunes, mais la jeunesse a encore à se prendre plus au sérieux. C'est trop facile de critiquer les aînés. Et lorsque le sage dit qu'un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout, il faut peut-être aller au-delà de la rhétorique lyrique ou du lyrisme de la belle littérature pour rentrer en fait dans le sens profond de la philosophie. Et donc quitter le volet littéraire de la chose pour écumer celui philosophique. Et là, on se rendra compte que l'expérience compte dans ces choses-là. L'expérience compte. Ensuite, il y a l'expertise. Beaucoup de partis politiques pensent qu'il s'agit de parler français pour être un bon communicant et qu'il s'agit d'avoir ou deux docteurs autour de soi pour avoir les spécialistes. Non. Tout travail a ses spécialistes. Tout travail a ses spécialistes. Et donc, en la matière, lorsque vous voulez être des professionnels de la chose, vous voulez être homme politique, femme politique, parti politique sérieux, vous avez besoin de prendre les dispositions. Quand vous n'avez pas d'administration, vous ne pouvez pas y aller. C'est pas facile. Il faut une administration. Regardez, l'UP et le BR, qui ont une administration permanente, ont encore des choses à faire. Même si ce n'est pas de grande taille. Mais ils ont encore. Ça veut dire que malgré l'administration, 3630 dossiers, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et fois 8 pièces, non? C'est 8 pièces par dossier, c'est ça? Donc, il faut voir le nombre de pièces à circuler. On a beau se prendre tôt, il faut une administration, il faut des expertises, il faut des ressources disponibles et des trucs techniques. Or, qu'est-ce que nous faisons? On ramasse tout le monde et on commence par y aller. Au bon vouloir du temps, de l'humeur, parce qu'on a un peu d'argent. Non, ça se gère techniquement. Donc, la réforme de ces partisans vise à professionnaliser ce volet. Et donc, on voit sur le terrain que tout le monde ne s'adapte pas. J'ai écouté les partis au COSEPI, tout à fait, à la Sénat également. Et oui, on est dans la même dynamique. Ah, il faut nous aider, mais non. Il n'y a que, effectivement, ceux qui se sont inscrits au COSEPI nouvellement. Il y a une situation connue, parce que la loi a autorisé. Mais en dehors de ça, il n'y a pas autre chose à demander. Il n'y a pas autre chose normalement à demander. Normalement. Voilà. Donc, bon, cela dit, on est au début d'une nouvelle aventure. Pour des élections inclusives, on pourrait faire quand même on peut être souple. C'est-à-dire sauter les règles. Pas sauter les règles. Mais attends, si on peut permettre la question. Parce que les partis politiques demandent encore un peu de temps. Du coup, sauter le temps.
Il faut sauter le temps alors. Non, on ne peut pas. Je pense pas. Je pense qu'il faut qu'on se prenne au sérieux. Nous parlions tout à l'heure de la discipline au niveau de coronavirus. C'est la même chose. C'est-à-dire que tant que nous pensons, tant que nous allons continuer à penser qu'on doit aller solliciter le soutien, la clémence, l'indulgence, hein, donner un peu de temps, nous comprendre. Ils peuvent quand même nous comprendre. Et pourquoi ils ne nous comprennent pas? C'est quand même, il faut des élections inclusives. Mais il ne faut pas. On travaille, chacun travaille pour. Ça ne peut pas être des incantations. Ça ne peut pas être on ne peut pas décréter des élections inclusives. Les textes ont prévu des élections inclusives. Les structures sont mises en place pour des élections inclusives. Le gouvernement a mis en place beaucoup de facilités. Beaucoup de facilités, a déployé beaucoup de moyens, beaucoup de facilités pour que tout le monde y aille. Mais si malgré tout ça, les gens ne sont pas prêts, pourquoi vous voulez les forcer à y aller? Voilà. Donc, je suis désolé pour ce parti. Comme je l'ai dit, moi, j'aime bien les voir. Ils ont le temps de. Ils auront d'autres temps peut-être de se faire voir. Moi, j'aime bien les voir. Mais bon, cela dit, c'est pas à jour. Comme dirait l'autre, il a ce pouvoir ailleurs. Ça veut dire qu'en d'autres termes, il faut qu'ils se préparent à d'autres batailles. Ce n'est pas que pendant les élections qu'ils vont se faire comprendre. Il faut dire qu'ils s'insèrent dans le discours républicain. Il faut qu'ils s'insèrent dans l'ordre républicain. C'est ça, déjà, en voulant partir aux élections. Il ne faut plus qu'ils lâchent. Il faut qu'ils soient des citoyens à part entière, qui participent au débat politique, dans les règles de l'art, comme des gens bien civilisés. Ils le font, normalement. Vous allez voir, je pense qu'ils ont encore du terrain, ils ont de l'avenir, parce qu'ils sont encore jeunes. Et ça, c'est une carte, un gros atout, parce que c'est la jeunesse qui profitera beaucoup plus des réformes d'aujourd'hui. Parce qu'avec le temps, ces réformes vont se renforcer et vont permettre à la jeunesse d'aujourd'hui donc de tirer les pleins bénéfices du travail qui se fait aujourd'hui. Merci, Agapit Napoléon Baforican, consultant politique à ETL, expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication par ailleurs. Merci pour ces moments d'échange.